bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 63 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Ceci est un épisode hors série proposé par la Fondation Ronald McDonald. La Fondation Ronald McDonald, sous l'égide de la Fondation de France, soutient depuis plus de 25 ans les familles d'enfants hospitalisés. Grâce aux maisons de parents construites à proximité des hôpitaux et de la parenthèse, un espace de vie au sein même de l'hôpital, les parents peuvent rester au plus proche de leurs enfants pendant toute la durée de leur hospitalisation. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Après 12 ans de PMA et plusieurs fausses couches, Fanny tombe enfin enceinte. Après 3 mois à retenir son souffle, son bébé s'accroche, mais à la 23e semaine, première grosse alerte, Fanny doit être hospitalisée à Bordeaux pour tenter de garder bien au chaud son bébé. Lucas pointera le bout de son nez à la 25e semaine. 25 semaines, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est la limite quasi de la viabilité d'un fœtus. Lucas pèse alors 600 grammes. Jamais on ne leur dira que Lucas s'en sortira. Ils doivent composer au jour le jour avec la peur de le perdre. Fanny et son mari vont passer 5 mois près de lui au CHU de Bordeaux. Grâce à la maison des parents qui leur offre une place et surtout un grand soutien, avec la possibilité de dormir tous les jours près de leur bébé, Fanny et Jérôme vont petit à petit sortir de l'angoisse pour enfin rentrer à la maison à 3. Je vous souhaite une très bonne écoute et petite précision, les bruits de bip que vous entendrez au long de l'épisode sont simplement les bruits de la machine qui aide Lucas à respirer. Bonjour Fanny. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la part de nous, de la maison des parents, de pouvoir raconter ton histoire qui n'est pas tout à fait simple. Mais de rien. Et mettre des mots, je pense que c'est un grand pas en avant et c'est pas toujours évident avec du recul. Ah, c'est pas évident du tout, c'est même très compliqué. À voir ce que va donner l'interview, je ne sais pas du tout. On y va ? On y va. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton désir de devenir maman déjà ? Comment ça s'est passé ? Quand est-ce que c'est venu ? Est-ce que ça a été simple ou ça a été un long parcours ? Ça a été un très très long parcours. On s'est mariés en 2007, le désir d'enfant est venu tout de suite. C'était déjà dans le projet d'arrêter la pilule après le mariage. Sauf que ce n'est pas arrivé comme on le souhaitait. On s'est lancé sur un long parcours PMA qui n'a pas fonctionné, où il y a eu des hauts, des bas, puis jamais finalement de grossesse menée à terme. Et donc 12 ans de PMA pour avoir Lucas. Donc tu as eu des fausses couches tout au long de ton parcours ? Sur la fin du parcours. Au début, je tombais pas enceinte et sur la fin du parcours, 4 fausses couches, oui. Et ensuite, il y a eu le petit miracle Lucas. Il y a eu notre Graal. Graal, Lucas. Ça a pris 12 ans 12 ans. Pour que tu réussisses à tomber enceinte via une FIV, via... Alors, non, via un traitement en fait, qui nous a été proposé par l'hôpital Cochin à Paris, où on a envoyé des analyses et c'est eux qui ont fait le protocole. Donc tout ça suivi bien sûr par notre spécialiste sur Bordeaux. Mais juste un traitement simple, sans FIV, sans insémination. Comment est-ce que tu as tenu pendant 12 ans de te dire que ça allait marcher, de ne pas prendre l'option de l'adoption ou tout simplement de dire je peux plus ? C'est immense 12 années. Je pense que tant qu'il y a de l'espoir, on fonctionnait plutôt pas trop mal.
On avançait plutôt tête baissée en se disant ça n'a pas fonctionné sur celle-ci, ça fonctionnera sur la prochaine. Parce qu'avant, les FIV, il y a quand même eu les traitements simples, il y a quand même eu 6 inséminations, il y a eu les transferts d'embryons congelés sur les FIV, où moi, ça laisse des chances. Ça a été plus compliqué sur la fin de parcours. Parce qu'en fait, on est limité en nombre de FIV, à savoir que c'est 4 FIV, sans compter le transfert d'embryons congelés. Vraiment, c'est 4 FIV et éventuellement une 5e FIV sur dérogation auprès de la sécurité sociale, s'il y a eu fausse couche sur les FIV précédentes. Donc, je n'avais jamais eu de fausse couche sur FIV avant la 4e FIV. Donc, la 4e était censée être la dernière. Finalement, j'ai fait une fausse couche sur la 4e FIV. Donc, le bonheur d'un autre malheur, moi, on avait le droit à une autorisation pour la 5e FIV. Mais là, on se dit que c'est la dernière. Là, moralement, c'est plus compliqué à gérer parce qu'on n'a pas de quoi se retourner si ça ne fonctionne pas. Donc, que ça soit la 4e ou la 5e FIV a été plutôt mal vécu, en fait. Mais t'as réussi. Mais vous avez réussi. On a réussi hors FIV, en plus. Tout ça dans un parcours qui était un examen qu'on n'avait pas encore tenté, qui nous a été proposé sur la fin de parcours, parce que c'est un examen qui est plutôt récent quand même. Et cet examen a démontré des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là. Et je suis tombée enceinte sur une grossesse qui a tenu. Et ton petit Lucas, il est là. Et Lucas est là. Et quand tu découvres que tu es enceinte, est-ce que tu le sens au fond de toi, celle-là, ça va le faire, ou il y a toujours le doute ? Il y a toujours le doute parce que j'y ai énormément cru sur la grossesse précédente, qui n'a pas fonctionné. Donc il y a toujours ce doute à se dire, on reste prudent. Mais c'est même plus un doute, c'est on se met des freins, c'est on reste prudent. On reste prudent, mais ça s'entend. On est content. Bien sûr, on est heureux, mais on reste prudent. Est-ce que dans ces cas-là, tu l'annonces à l'entourage, à la famille, ou vous êtes tellement prudent que... Alors, on l'annonce parce qu'on a fait l'erreur de ne pas l'annoncer sur la grossesse précédente. Et en fait, ça a été plus dur de dire qu'il y avait eu grossesse, mais que finalement, ça n'avait pas marché. C'est Lucas, il est là. Que de dire finalement, voilà. Donc, sur la grossesse pour Lucas, on l'annonce. Pas facilement, mais on l'annonce. En se disant, voilà. Parce qu'en fait, la 4e fausse couche a entraîné chez moi une dépression. Voilà, donc justement, ce fait de ne pas pouvoir verbaliser que j'avais été enceinte, mais que je ne l'étais plus, et que je devais subir un curetage. Et donc, pendant 1 mois et demi, 2 mois, je reste un peu prostrée comme ça, en sachant que c'est terminé, mais je n'arrive pas à le verbaliser à mon entourage. Donc là, oui, là, on l'annonce. Là, on l'annonce en disant, voilà, on reste prudent, mais je suis enceinte. Alors, est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe à la 23e semaine de ta grossesse ? Alors, ce qui se passe à la 23e semaine de ma grossesse, c'est que subitement, sur une journée, je vais pour m'asseoir sur mon canapé, j'ai une perte un peu plus liquide que d'habitude. Je m'en inquiète pas sur le moment. Ça arrive souvent sur les grossesses, surtout à 5 mois de grossesse. Moi, je suis vraiment dans le lendemain, pareil, le surlendemain, pareil. Et je me dis quand même, moi, je vais aux toilettes et je vois que c'est plus liquide. Transparent, sans odeur, sans aspect particulier. On est sur un vendredi, on en parle avec mon mari qui me dit, écoute, non, il faut qu'on voie quelqu'un, il faut qu'on soit rassuré là-dessus, il faut que... Donc j'appelle le cabinet en disant, j'ai des pertes plus abondantes que d'habitude, plus liquides, je pense que c'est des pertes vaginales, mais... Donc elles me font venir aussi dans cet esprit-là, en disant, c'est très certainement des pertes vaginales, mais il faut qu'on s'assure que ça ne soit pas une infection urinaire ou autre. Est-ce que là, t'es dans une grossesse très surveillée de ton parcours ou pas du tout ? On commence juste à lever le pied. On commence juste à lever le pied sur la surveillance de la grossesse, en se disant que je n'étais plus considérée comme grossesse à haut risque. Parce qu'on s'approchait du cap des 24 semaines. Parce qu'on s'approchait, on avait déjà dépassé les 3 mois, ce qui était énorme. Pour les spécialistes, on s'approchait de la viabilité. Et en aucun cas, on nous a parlé de l'accouchement prématuré. Voilà, c'était passer ce cap difficile qu'on n'arrivait pas à passer jusque-là. C'était le cap des 3 mois de grossesse où voilà. Donc non, j'étais plus considérée comme grossesse à haut risque et on commençait à lever le pied sur le suivi. Mais alors, ça aurait rien changé non plus parce que j'avais vu mon gynéco le lundi même. Donc là, on est le vendredi, j'avais vu mon gynéco pour le suivi le lundi. Et tout était normal. Et donc, quand tu arrives au cabinet des sages-femmes ? Elles me font un test pour voir si c'est pas du liquide amniotique sans y croire. Parce que c'est le protocole. Et en me disant, non, ça arrive jamais, c'est très très rare à votre terme. Bon, finalement, ça s'avérait positif à la surprise
de la sage-femme qui fait le test, surtout, à la surprise du spécialiste. Le test, c'est tout de suite le résultat ? Ah, ça met 2-3 minutes en fait. Ah oui, c'est d'accord. vraiment, c'est un test, c'est un écouvillon et c'est en fonction de la réaction de l'écouvillon ou non. Moi, c'est comme un test urinaire en fait, les tests de grossesse urinaire plus ou moins. Sauf que là, c'est un prélèvement vaginal. Elle le met sur le côté, elle continue à me faire le recueil de données, à savoir mes antécédents médicaux ou autres. Et je sais pas pourquoi, elle m'avait donné la notice du test dans les mains. Elle me dit, vous voyez, s'il y a une barre, c'est négatif, s'il y a 2 barres, c'est positif. Et elle le repose et elle prend le test dans les mains. Une fois qu'elle a fini le recueil de données, elle le regarde et elle ne parle plus. Elle parle plus du tout. Et je lui dis, mais c'est positif. Elle me dit, il y a 2 barres. Donc oui, c'est positif. Elle refait un second test pour s'en assurer parce qu'elle était étonnée. Et non, c'était bien positif. Mais après, voilà, moi, c'est peut-être là où j'ai consulté. Parce qu'après, quand on voit le parcours, après, c'est loin d'être rare, en fait. C'est loin d'être rare de faire des ruptures de la poche des os comme ça, tôt, sur une grossesse. Donc, les sages-femmes réalisent que c'est du liquide amniotique. C'est du liquide amniotique. Est-ce qu'on t'envoie tout de suite au CHU ? Alors, on me fait voir le médecin qui est de garde, qui est mon obstétricien et qui est de garde, qui me fait un examen très rapidement et qui s'aperçoit que non seulement je fissure, mais que j'ai le col ouvert avec la poche descendue. Donc oui, direction Bordeaux tout de suite avec je suis qu'à 23 semaines et est-ce qu'ils vont bien vouloir me prendre en charge à ce terme-là de la grossesse. Donc oui, ils me prennent en charge, j'arrive aux urgences et là on me dit clairement que accoucher maintenant c'est pas le bon moment du tout. Qu'ils sont pas super optimistes sur la suite des choses si j'accouche maintenant. Et ils font venir les pédiatres et là on parle des éventualités si j'accouche maintenant, si j'accouche la semaine d'après, dans 15 jours, 3 semaines. Et comme quoi je peux tenir comme ça au plus tard dans la grossesse et éventuellement jusqu'à 37 semaines. Parce qu'après, il n'y a plus de bénéfice à continuer la grossesse, on ne parle plus de prématurité et donc on parle de toutes ces éventualités-là dès l'arrivée en fait. Tout un flot d'informations qui se mélange un petit peu dans la tête là. Donc là, tu prends conscience que tu ne ressortiras pas. Ah, je prends clairement conscience et les choses sont clairement dites que je ne ressortirai pas tant que je n'aurai pas accouché. Que ça se passe bien ou pas bien, je ne ressortirai pas de là. C'est un choc. Ah, c'est un choc, c'est même pas le fait de savoir qu'on ressortira pas, c'est le fait de savoir qu'est-ce qui va se passer pour mon bébé, quoi. C'est en fait la durée, elle paraît moins, c'est presque en se disant mais j'espère rester le plus longtemps possible, c'est que ça se passera bien, quoi. Et ouais, c'est un choc surtout dans le sens où je commençais à accepter un petit peu cette grossesse, quoi. Donc à me dire que ouais, c'était peut-être la bonne. Et finalement, ça coupe un peu l'herbe sur le pied en se disant aïe, ça c'était pas anticipé du tout dans ma tête. Donc là, on est à la 23e semaine. Tu vas rester 2 semaines. Je vais rester 2 semaines. Au CHU. Donc, c'est 2 semaines de gagné qui sont précieuses. Qui sont précieuses. Avec chaque jour. Chaque jour de gagné, c'est très, très précieux. Et voilà. Donc là, je grossesse dans le service des grossesses pathologiques. Un service génial. Et je reste 2 semaines là-bas où je fais sur la semaine une rupture franche de la poche des os où j'ai plus de liquide amniotique du tout. À la 25e semaine. À la 25e semaine. Ouais. Et donc là, c'est très problématique. À ce moment-là, tu sais que tu vas accoucher dans les jours qui arrivent. Comment ça se passe ? Alors, pas du tout. On me dit, soit ça peut déclencher une mise en travail. Donc oui, dans les heures, dans les 24, 48 heures qui arrivent. Soit ça ne change absolument rien à la prise en charge. Vu que j'étais à un terme pour eux qui était satisfaisant, moi. Sur quoi ils se basent. Voilà, à ce stade-là de la grossesse, qu'il y ait ou pas du liquide, dès le moment où la poche est fissurée, la prise en charge restait la même pour eux. C'est-à-dire qu'ils surveillaient le fait qu'il n'y ait pas d'infection, pas de mise en travail. Moi, la prise en charge est restée sensiblement la même. Mais c'est bien, il réagit à son histoire. On te raconte ce qui t'est arrivé, petit Lucas, tu vois. T'as le droit de nous parler. Et donc, à la 25e semaine, tu m'as dit plus 6. Plus 3. Plus 3. Là, c'est code rouge. Alors, vas-y, raconte-nous ce que ça veut dire.
Mais en fait, au moment où je fais une rupture de la poche des os, j'ai une des sages-femmes qui me dit la seule complication éventuelle qu'il pourrait y avoir en plus, elle me dit la prise en charge reste exactement la même. Elle me dit la seule chose qui se rajoute, c'est que vous fassiez une procidence du cordon. C'est-à-dire que le cordon ombilical tombe dans le vagin au moment où le bébé bouge, se retourne, ou au moment d'une perte des os. Et donc, le 25 plus 3, je me réveille, les aides-soignantes me laissent dormir un petit peu. J'étais fatiguée, donc elles me disent de sonner plus tard pour le petit déjeuner. Je dis, il n'y a pas de souci. Je me réveille, pas spécialement envie de déjeuner, plutôt bien. J'envoie un message à mon mari en disant, écoute, passe une bonne journée, ici tout va bien. Je me lève et je m'aperçois que je perds du sang. Donc là, je sonne, elles viennent tout de suite un monito, elles trouvent pas le bébé sur le monito. J'ai une autre sage-femme qui arrive, qui m'examine, mais ça se fait dans l'espace de 2 minutes, 3 minutes. Moi, ça va très très vite. Et elle dit à sa collègue, j'ai une procidence. Tu sais pas ce que c'est, toi? J'en ai entendu parler 2 jours avant. Ah, ok. 2 jours avant, par la sage-femme qui me dit, c'est la seule complication. Elle me dit, c'est très rare, mais c'est la seule complication qui pourrait survenir en plus. Voilà. Donc oui, là, ça va très très vite. Donc là, dans les 20 minutes qui suivent, j'ai accouché. Et donc, comment ça se passe? C'est une anesthésie générale césarienne? Anesthésie générale, moi, le service au top. On sent vraiment que, voilà, entre le moment où je sonne, elles ont eu le temps de m'examiner. Dès le moment où le mot procidence est prononcé, j'ai tous les médecins internes dans la chambre qui arrivent, ils me déplacent avec le lit, j'arrive au bloc opératoire. Le personnel de bloc est déjà là, ils m'attendent avec le matériel d'écho pour voir s'il y a une activité cardiaque pour Lucas ou pas. Et là, on me fait une écho ultra rapide et on me dit, votre bébé s'accroche, madame, c'est maintenant, on y va, on vous endort. Donc oui, anesthésie générale et césarienne en urgence. Parce que ce que tu m'as raconté, c'est qu'ils te disent, juste avant cette opération, si le cœur bat ou non. C'est la seule chose que tu sais la seule chose que je sais avant d'être en fait, j'arrive dans ce bloc, je sais toujours pas si mon bébé est encore là, on l'a pas trouvé en haut, donc c'est vraiment, ils ont le matériel d'écho. On me dit, voilà, si le cœur de votre bébé est là, on vous fait une césarienne, sinon on s'arrête là. Et donc ils passent l'écho, mais très rapidement, sur le ventre, et votre bébé est là, son cœur s'accroche, madame, va falloir faire pareil. Et là, ils m'endorment. Ça te donne... Et ils m'endorment. Ils sont en train d'essayer de me piquer. Déjà que je suis encore sur mon lit. Le transfert se fait à plusieurs. Ça va très, 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 très vite. Très vite. Et donc, tu te réveilles quelques heures plus tard? Je me réveille quelques heures plus tard avec l'obstétricien qui est là, qui me tient la main, qui me dit « Votre bébé est en vie. » Voilà. Votre bébé est en vie. T'as pas eu le temps de prévenir ton mari, j'imagine? Absolument pas. Ça a été une de mes premières questions quand je vois tout cet affolement dans la chambre, tout ce branle-bas de combat en train de bouger les meubles. Je dis, mais quelqu'un peut appeler mon mari? Et on m'a dit, c'est pas la priorité. Ce que j'entends maintenant, on me dit, mais c'est pas la priorité, madame Arribaillon, on le fera après. Moi, voilà, on savait pas si... maintenant, avec le recul, on savait pas si Lucas était encore là, si voilà, moi... Donc, on a appelé mon mari une fois que tout ça a été fait, en disant, vous êtes papa. Félicitations, vous êtes papa. Et est-ce que vous saviez que c'était un petit garçon? On savait que c'était un petit garçon, on l'avait su peu de temps avant, parce que Lucas gigote beaucoup. Donc déjà in utero, donc on l'avait su sur l'écho du 2e trimestre, on l'avait su peu de temps avant. Et donc, tu découvres que tu es maman? Je découvre que je suis maman. À distance? À distance, d'un petit garçon, mais dont il n'a pas de prénom encore. On hésitait entre 2 prénoms encore sur la grossesse, donc un petit garçon sans prénom, avec mon mari qui n'est pas là, qui va arriver dans les minutes qui viennent, mais quand je me réveille, il n'est pas là. Et pas mon bébé à côté de moi, donc voilà, dans une salle de réveil, comme si j'avais subi une énième intervention chirurgicale. Sauf que ton bébé, il est dehors. Et sauf que mon bébé, il est dehors et que je ne l'ai pas vu, mais que je sais qu'il est en vie. La seule chose que je sais de mon bébé, c'est qu'il est en vie. À aucun moment dans ce parcours-là, on vous dira, il va bien. Donc, c'est ce que j'allais dire. Donc là, on te dit, il est vivant. C'est déjà énorme. Le Graal. C'est énormissime, voilà. Mais voilà. Et on rappelle la très grande prématurité, c'est à 24 semaines. Avant ça, on considère qu'ils ne sont pas viables. C'est pour ça que les 2 semaines que tu as gagnées en étant alitée à l'hôpital ont été primordiales pour sa survie. Mais donc, tu n'as pas idée à ce moment-là
de l'état de santé de ton bébé? Aucune idée. À quel moment est-ce que tu vas pouvoir le rencontrer et donc comprendre les effets de la prématurité sur Lucas? Alors, je le rencontre très vite. Je dirais à peu près 2 heures après mon réveil. Ah, quand même, t'as eu une opération. Oui, non, mais il m'emmène avec le lit. Ah non, franchement, la réa bébé est pas très loin des salles de bloc et il m'emmène avec mon lit. J'aurais même pu le voir peut-être 20 minutes plus tôt, mais j'ai préféré attendre que mon mari arrive. Voilà. On m'avait vous y allez ensemble? On y va ensemble. On est tous les deux. Il est là, il vient d'arriver, on y va ensemble. Et donc j'arrive dans cette salle, je suis donc dans le lit, toujours, vu que je suis partie avec mon lit, d'habitude dans un brancard, mais vu que je suis partie avec mon lit, le lit va me suivre partout en fait. J'arrive de dos dans cette salle et il y a des bébés, c'est une réa bébé, donc plus ou moins gros, voire tout petit. Et je les vois donc du coup un petit peu sur les côtés en me disant « Ah, c'est peut-être non, c'est pas peut-être non ». Et je vois la tête de mon mari se décomposer. Et je me dis « Il l'a trouvé ». Et en effet, Lucas, 600 grammes. 600 grammes. Tout petit bonhomme que je vois à peine parce qu'il a un bonnet sur la tête. Donc je suis du côté où le bonnet est descendu sur l'œil. Je vois qu'un petit bout de son nez en fait, et dans sa bouche il est intubé. Donc avec du sparadrap pour tenir la sonde d'intubation. Donc je vois un petit bout de nez en fait. Je vois un petit bout de nez avec un tout petit corps. Il faut essayer de se représenter 600 grammes, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. C'est vraiment tout petit. Et donc ton bébé, il est intubé de partout? Mon bébé, il est intubé, il est perfusé, il est scopé. Moi, oui, il a une assistante médicale qui est présente et qu'on voit forcément et qui va nous accompagner pendant des mois. On dirait pas maintenant. Et donc, tu ne peux pas le toucher? On aurait pu, je pense plus que c'est le fait que je sois allongée un peu loin qui fait que je peux pas le toucher. Je pourrais le toucher aussitôt quand il arrivera dans leur service de réa pédiatrique. Mais là, je pense que j'aurais pu, mais je crois vraiment, c'est la configuration, le manque d'espace qui fait que là, sur le moment, je le touche pas. Est-ce que tu arrives à réaliser, à ce moment-là, que tu es maman? Ou tu es quand même encore sous les effets des anesthésies, il se passe beaucoup de choses. Comment est-ce que tu arrives à voir ce qui vient de t'arriver? Je pense qu'on est en suspens. On est complètement en suspens. On réalise sans réaliser. On est tellement, je pense, dans la crainte de ce qui va se passer après que, sur le coup, on réalise que j'ai accouché. De là à dire que je prends pleinement conscience que je suis devenue maman, non. Et donc, c'est ce que tu m'expliquais, personne jamais ne va te dire votre bébé va survivre, il va bien, il va le faire. On n'utilise pas ce vocabulaire-là en néonate. Pas du tout. Moi, c'est plus il est stable. C'est votre bébé est stable. En fait, donc Lucas a été en réa bébé, il passe en réa pédiatrique sur le même jour. Donc il est transféré de la maternité à l'hôpital des enfants en face. Et on pourra le voir le soir même. Donc le soir même, je repars en fauteuil roulant avec mon mari pour aller voir Lucas dans le nouveau service. Et là, on est accueillis, avant de voir Lucas, on est accueillis par l'équipe médicale. Voilà. Les puéricultrices, les médecins, et qui nous expliquent l'état de santé de Lucas un petit peu, point par point. Et comment est le service. Je pense qu'il nous prépare aussi au fait de justement voir toute cette médicalisation autour, ces appareillages, ces machines. C'est un des bruits qu'on entend d'ailleurs là. Oui, tout à fait. Non, c'est bon, absolument, parce que c'est bon, on n'y prête presque plus attention. Moi, c'est vrai que ça fait partie des bruits de notre quotidien maintenant. Mais voilà, tout à fait. C'est l'appareil qui contrôle la saturation du Lucas qui vient de sonner, parce que Lucas a encore l'oxygène. Mais donc, ça va faire partie de votre quotidien. Et ça va faire partie de notre quotidien. T'es pas préparée à ça? Je crois que personne n'est préparé à ça, moi. Et heureusement, d'ailleurs, moi...
Je pense pas que lors qu'une grossesse se passe tout à fait bien, on ait besoin d'engager ces sujets-là, parce que non, personne n'est préparé à ça. Mais le personnel médical est là, est présent et super là-dessus, parce que même si au début ils disent ne prêtez pas attention, c'est des écrans de surveillance, moi, en tant que parent, on est obligé de prêter attention. Hein. C'est des bruits. Lucas est dans une chambre où ils sont 4 bébés. Donc quand c'est pas l'appareil de Lucas qui sonne, c'est les appareils des autres bébés. Donc le bruit qu'on vient d'entendre là, c'est sans cesse en fait, c'est en permanence. Voilà. Est-ce qu'il fait partie des plus petits bébés de l'AREA pédiatrique ? Au moment où on y est dans notre box, oui. Après non, je pense pas. Hein. Je pense qu'ils ont accueilli encore plus petit que Lucas, vraiment. Vraiment plus petit que Lucas. Donc c'est pas leur quotidien, c'est pas vraiment voilà, les plus petits que Lucas, mais ça arrive. Lucas fait partie des petits bébés, oui. Des petits bébés. Après, il y a encore plus petit que Lucas. Ouais. Et là, comment est-ce que toi et ton mari, vous gérez ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi vous discutez ? De quoi on discute ? De Lucas et de savoir si tout va bien se passer. Voilà, mais sachant que Lucas nous a filé une force incroyable, c'est lui. C'est lui qui nous a boosté, c'est lui qui, voilà, moi, à aucun moment il a baissé les bras, donc on n'a pas baissé les bras non plus. Hein. C'est vraiment... Donc, quand il y en a un dans le couple qui allait un petit peu moins bien, on disait mais regarde Lucas, franchement, mais non, il va bien, il va s'en sortir, et là ça va moins bien certes, mais il faut que ça aille. Et... Tu te mets en mode survivor, c'est un état d'esprit que vous n'aviez pas avant et qui d'un coup s'enclenche grâce à Lucas aussi. Ah mais complètement. Moi après survivor peut-être pas, parce que on est toujours dans l'angoisse. Hein. On est toujours dans l'attente des examens et le fait qu'on nous dise voilà, nous on rentre en REA, les premiers mots peut-être qui vont nous être dits et répétés après, et c'est vraiment vrai, c'est l'AREA, c'est les montagnes russes, avec des très très hauts, des très beaux moments, forts en émotion, et des bas qui peuvent être très très bas. Et ça sur une journée des fois. On peut avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Des fois, on va avoir des hauts qui vont durer plusieurs jours, puis le bas qui va arriver sans qu'on s'y attende. Et donc, c'est pas forcément un mode survivor, c'est vraiment s'accrocher à Lucas, essayer de voir que Lucas et vivre l'instant présent, dans le sens où, je crois que j'ai mis longtemps, plus que mon mari, je pense. J'ai mis longtemps à réussir à me projeter, ne serait-ce que sur le lendemain. Voilà, c'était vraiment vivre l'instant présent. Toi, au fond de toi, t'as toujours cette peur qu'il puisse mourir. Ah, complètement. Mais complètement. Puis c'est pas caché, c'est vraiment... Il peut arriver tellement de choses à un bébé de ce terme-là. Ça peut aller très très vite, ça nous est pas caché. Et voilà, donc ouais, non, je vis la peur au ventre, en fait. Quand je suis pas dans le service, j'ai le téléphone dans la main. Quand le téléphone sonne, j'ai peur, même si c'est un appel d'une amie, de la famille. Moi, tant que je vois pas que c'est pas l'AREA qui appelle, voilà. Pendant le temps où il est en réa, on vit un petit peu... On est rassuré quand on est avec lui, en fait. Est-ce que tu peux me dire, quand est-ce que tu as accouché et quand est-ce qu'il aurait dû naître ? Alors, j'ai accouché le 29 octobre 2019 et j'aurais dû accoucher le 15 février 2020. D'accord. Donc, est-ce que les médecins te disent il faut qu'il aille jusqu'à son vrai terme et on sera rassuré ? Sur quoi ils mesurent les progrès et quelque chose sur lequel toi, tu peux te rassurer au fur et à mesure ? Alors, les progrès sont évalués au jour le jour, en fait. Sont évalués le jour le jour. On mettra longtemps à nous dire... On mettra longtemps. Je pense que Lucas avait 2 mois et demi à peu près quand on nous a dit pour un bébé né au terme de Lucas, si pas d'autres complications, on parle d'une sortie 1 mois après le terme. Voilà. Mais on mettra longtemps à nous dire ça. Sinon, tant qu'on est en réa, on nous dit on vit au jour le jour, on vit à l'heure. Et voilà, il progresse. Il peut progresser sur certaines choses et se dégrader sur d'autres derrière. Donc non, après, il y a les étapes qui sont
le fait de contrôler sa propre température, qui sont là. Donc la sortie de couveuse déjà, où on sait que ça c'est un pas en avant. La respiration. Bon, la respiration, ça a été compliqué pour Lucas. Ça l'est encore un tout petit peu aujourd'hui, mais ça a été très dur. Il a été intubé 2 mois, donc on sait que tant qu'il est intubé, de toute manière, voilà. Donc non, les progrès, par exemple, l'intubation, on a essayé plusieurs fois de l'extuber. Il a fallu le réintuber. Voilà, c'est un progrès, ça a duré, la première fois ça a duré 10 minutes, la fois d'après ça a duré 3 heures. Voilà, c'est un progrès sans en être un, voilà. Donc non, on se fie pas trop sur des étapes comme ça. Moi j'ai du mal à me raccrocher à ces étapes-là. Voilà, même il faut vivre chaque victoire au jour le jour et sans, voilà, toujours ce système de montagne russe en se disant ouais là c'était bien. Est-ce que toi, tu as la sensation, évidemment, il ne parle pas, il ne peut pas s'exprimer, de le voir souffrir ? Est-ce que tu ressens ça ou tu sens qu'il gère ? Par moments, sur des situations bien particulières, à savoir que moi, encore une fois, mais merci ce service, merci. Ils ont une conscience de la douleur du bébé qui est énorme et ils font tout pour pas qu'il souffre. Moi, vraiment. Donc oui, il y a eu des moments où on l'a vu souffrir, des moments où on l'a vu gêner, un peu plus tard dans le parcours où on va commencer aussi, parce que c'est des drogues qu'on lui donne pour pas qu'il souffre. Donc quand on commence à diminuer ces médicaments-là, ces drogues-là, il y a ce qu'on appelle un syndrome de sevrage qui se fait. Et où là, on l'a vu inconfortable, on l'a vu pas bien. Alors c'était pas forcément de la douleur, c'était de l'agacement, de l'inconfort, un syndrome vraiment de manque, qu'on pourrait connaître chez des adultes en manque de drogue, mais qui se font sur un petit bout de 2 kilos, quoi. À quel moment est-ce que tu peux prendre ton bébé dans les bras ? Le jour de ses 4 semaines de vie. Je pouvais le toucher avant, bien entendu. On faisait des câlins, on posait nos mains dessus, mais dans la couveuse. Le jour de ses 4 semaines de vie, une puéricultrice de nuit qui doit sentir que c'est le moment. Avec sa collègue, il me dit il avait un mode de ventilation un petit peu agressif, Lucas. Il y avait un mode de ventilation qui était un petit peu agressif. Et on retardait un petit peu en attendant que ce mode de ventilation-là soit passé. Et non, elle doit sentir que c'est le moment. Et elle me dit, est-ce que vous voulez prendre votre bébé dans les bras ? J'attendais que ça. Donc le jour de ses 4 semaines de vie, on a fait notre premier pot à pot. Je l'ai eu pour la première fois dans les bras. C'est dur. Très, très dur. Mais on le sait que les études aujourd'hui, elles l'ont prouvé et reprouvé. On le redit aux parents, le pot à pot, c'est miraculeux. Et la dimension que peut prendre le pot à pot pour les prémas, je pense que c'est plus que miraculeux. C'est plus que miraculeux. Faut le rappeler, c'est des bébés qui sont en grand besoin, qui sont scopés. Et on voit même sur les scopes, en fait, qui s'apaisent. La respiration s'améliore, le rythme cardiaque s'apaise. Moi, le fait d'être dans les bras, vraiment, c'est même eux, sur leur visage, surtout. Moi, c'est un besoin, je pense, qui est partagé, aussi bien au niveau des parents qu'au niveau des tout-petits. Et tu peux le garder combien de temps sur toi à ce moment-là ? Oh là, on passe une bonne partie de la nuit. Ah. Parce qu'en fait, c'est des installations qui sont très, très longues. À savoir qu'on ne se met pas en pot à pot pour 10 minutes. On remet toujours dans ce contexte-là, très médicalisé, intubé, des fils, des tuyaux, un petit peu partout. Donc l'installation en elle-même, le fait de nous mettre Lucas dessus, doit prendre à peu près une demi-heure. Voilà, donc une fois qu'on est en pot à pot, on y reste, mais pour le plus grand plaisir je dis des parents, parce qu'il y aura mon mari qui passera après, et c'est aussi important pour le papa que la maman, même si lui, il prendra que bien après. Mais c'est aussi important pour l'un que pour l'autre, quoi. Donc là, on reste une bonne partie de la nuit, tous les 2, tous les 3, parce que mon mari est là, et à profiter, même pour lui, même pour mon mari, c'est un moment où il peut le toucher en dehors de la couveuse. Moi, c'est un moment qui est très, très particulier pour moi. C'est le premier câlin en famille, quoi. Donc, ce moment de pot à pot, est-ce que tu as la sensation que c'est une des plus belles heures que tu aies jamais vécues ? Ah, mais complètement. Complètement. Je crois que je crois que c'est ce qu'on peut vivre normalement sur un accouchement, vraiment. Je crois que je le vis à ce moment-là.
T'as cette sensation de te dire que t'accouches à ce moment-là ? Pas que j'accouche, mais enfin j'ai mon bébé sur moi, enfin un câlin, enfin je commence à respirer quelque chose, quoi. C'est où voilà, la notion de parent commence à s'instaurer un petit peu, alors qu'elle est là, hein. Elle est là, même si on se met des freins, parce qu'on reste prudent. Mais ouais, franchement, à ce moment-là, c'est se dire, voilà ce que j'attendais depuis un mois, quoi. Tu deviens maman. Quelque part, ouais. Quelque part, vraiment, à ce moment-là, il se passe quelque chose de magique, quand même. C'est vrai que, tu sais, on dit souvent qu'ils dégagent des hormones, des odeurs sur le crâne. Il y a quand même quelque chose d'animal quand on a notre bébé sur nous. Ah, mais... D'une reconnaissance mutuelle qui est très forte. Ah, mais complètement. C'est magique. C'est un moment que je pourrais pas repasser pour des soucis, des raisons de santé de Lucas, pendant 15 jours. Après ce jour-là, malheureusement, on pourra pas le refaire. Mais c'est le moment que j'attendrai, du coup, à chaque fois, en me disant, voilà, je me raccroche vraiment à ça, en me disant, non, mais... c'est un besoin, en fait. C'est un besoin, vraiment. Ah, en fait, à partir de ce moment-là, c'est aussi ce qui te permet, toi, personnellement, psychologiquement, de tenir, de dire, il y a ce moment incroyable qui va se répéter. Qui va se répéter, et j'attends que ça, quoi. J'attends que ça. Mais ce qui me permet de tenir, c'est vraiment, c'est Lucas. C'est vraiment de me dire que voilà, il s'accroche et qu'il fait tout pour, et que c'est un petit guerrier, parce que nos petits primaires, c'est des petits guerriers. Et c'est impressionnant ce qu'ils endurent, la force qu'ils nous montrent chaque jour. On n'en endurerait pas un quart de ce qu'ils endurent. Voilà. Combien d'heures par jour tu as le droit d'être là avec lui ? Le service est juste génial dans le sens où c'est pas limité. C'est pas limité. C'est ouvert 24 heures sur 24. Si on a envie d'y aller à 3h du matin, on y va à 3h du matin. Si on a envie d'y aller dès le matin, on y va dès le matin. Donc là, c'est tout le rôle de la maison des parents qui fait qu'on a pu vraiment rester à côté. Et ça, mais c'est juste, je me voyais pas faire autrement, en fait. C'est dingue la place qu'ont ces maisons-là, quoi. Voilà. Je sais pas. J'ose même pas m'imaginer comment on aurait pu faire si on aurait dû rentrer tous les soirs chez nous, quoi. Alors, vas-y, raconte-nous. La maison des parents, donc, c'était un service proposé juste à côté du CHU pour permettre aux parents qui ont des petits hospitalisés, pas forcément des prémas d'ailleurs, hein, c'est de tout type de problématiques liées à la santé de l'enfant, et de pouvoir dormir sur place avec ton mari, de pouvoir être là tous les deux, vous en tant que parents. Ça a changé quoi, du coup, dans votre relation, ne serait-ce qu'avec Lucas ? Ça nous a permis de vivre notre parentalité complètement, en fait. Pourtant, on ne fait pas partie des gens qui habitent le plus loin. On est à 60 km de la maison des parents, de l'hôpital, donc on rentre tout juste dans les critères d'admissibilité. Mais par contre, ça permet d'être là le matin, s'il y a besoin, le midi, le soir, à pas se demander à savoir quand c'est qu'on rentre. J'aurais pas supporté être 60 km de mon bébé, en fait, clairement. Quand j'ai choisi la maternité dans laquelle j'allais accoucher, avant de savoir tous ces problèmes-là, une des questions qui me posait, c'était de savoir si je pouvais rester à côté de mon bébé la nuit. Je voulais pas qu'on me le prenne la nuit. C'est normal. Non, mais voilà. c'est normal. Ça paraît complètement... Et là, c'était pas me le prendre la nuit, c'était me le prendre tout le temps, en fait. Et le fait d'avoir cette proximité-là, le fait de savoir qu'on était à l'autre bout du parking, mine de rien, ça minimisait un petit peu le fait que je sois pas 24 heures sur 24 avec lui. À savoir qu'en service de réa, par manque de place essentiellement, et comme je disais tout à l'heure, ils sont 4 bébés dans le même box, on peut pas rester la nuit avec nos bébés. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'endroit pour les parents, c'est des visites qu'on rend à son bébé. C'est pas une chambre où on est posé, où il y a des fauteuils, ou non. C'est 4 petites couveuses, les unes à côté des autres. Ils sont en train de modifier tout le service, et je crois qu'ils vont faire que des chambres individuelles, justement, pour pallier à cette problématique-là. Mais
T'arrives à dormir, toi ? Oh, j'ai des soucis de sommeil depuis des années et des années, donc ça n'a pas arrangé la situation, clairement. Pas du tout. Mais je mets pas ça que sur Lucas, en fait. Mais non, franchement... Non, c'est compliqué. C'est comme je disais, on est en suspens. Moi, en tout cas, sur la période où il reste en réanimation, on est en suspens plus ou moins tout le temps, en fait. On tremble quand on sent son téléphone vibrer. Voilà. Donc, pas facile. T'as réussi à faire quelque chose qui est, je trouve, très fort parce que t'es aussi affaibli toi à ce moment-là et que c'est pas évident, c'est que t'arrives à allaiter. En tout cas, à tirer ton lait. À tirer mon lait. Pour les prémas et à faire en sorte qu'il y ait un petit peu de ce lien. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix qui est... Voilà, tu aurais pu dire... Parce que je sais que c'est une des meilleures choses pour nos bébés. En particulier les prémas. Alors, c'est pour tous les bébés. Après, voilà, c'est un choix. Mais en particulier pour nos prémas, on nous dit que c'est très important. Et vraiment, d'accord, la maternité, on vous encourage ? On nous encourage. Le service de réa pédiatrique nous encourage vraiment à donner notre lait pour notre bébé. Et donc ouais, je tire mon lait difficilement, mais je tire mon lait. Là aussi, c'est un moment qui est pas... Pas glamour. C'est pas glamour, c'est pas le moment rêvé. Moi, je rêvais d'allaiter. Ça faisait partie de mes choix. Je rêvais de ce moment-là, ce moment câlin, ce moment complice. Bon, on l'a pas avec un tire-lait, clairement. Clairement, on l'a pas avec un tire-lait. C'est toutes les 3 heures, c'est contraignant, mais on le fait vraiment. C'est pour le bien-être, de Lucas, quoi. C'est un moment de savoir qu'on arrive à combler un petit peu ses besoins sur la journée. C'est plutôt pas mal du tout. Et donc, tu tiens combien de temps en faisant comme ça ? Je tiens un peu presque 3 mois, un peu plus de 2 mois et demi. Je tiens un peu plus de 2 mois et demi, presque 3 mois, où je me coupe la lactation en fait sur un choc émotionnel, sur une journée où Lucas va moins bien en fait. Où j'ai vu Lucas qui était pas bien du tout. Et suite à cet événement-là, j'ai eu du mal à faire repartir ma lactation, qui n'a jamais été, ceci dit, très abondante. Mais Est-ce que tu peux me dire ce que c'est une chambre mère-enfant aussi pour qu'on comprenne ? Parce qu'il y a vraiment plein de choses dans la prématurité, il y a la réa pédiatrique, il y a plusieurs services, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se découpe ? Alors, nous, en tout cas sur le parcours de Lucas, donc on commence par la réa pédiatrique, où les médecins sont assez clairs en disant que si on est là, c'est que le pronostic vital de Lucas reste engagé. Donc, tant qu'il était intubé, tant qu'il était ventilé, tout ça, il restait en réa pédiatrique. Après, on passe en soins intensifs néonates, où là, c'est un autre service qui se trouve au niveau de la maternité. Bon, pareil, je le répéterai jamais assez, mais que ça soit du début sur ma grossesse patho, la réa pédiatrique, les soins néonates, la maison des parents. Franchement, on trouve que des gens magnifiques et qui nous ont aidés sur tout notre parcours. Et au niveau médical aussi, Lucas serait pas là sans eux. Et voilà. Donc que ça soit sur tous les services, c'est vraiment... Voilà, donc on arrive sur la néonate. La néonate qui, dans ma tête, à moi, propose des soins plus légers. Parce qu'on me dit en réa pédiatrique que tant qu'il est là, c'est que son pronostic vital est engagé et que quand il ira en néonate, voilà. Donc pour moi, dans ma tête, on arrivait en néonate, on était sortis. Donc on arrive en néonate le 31 décembre, pour la fin de l'année. Et le 1er janvier, Lucas fait une fausse route où il inhale et fait un arrêt. Donc là, je prends conscience qu'en fait, la néonate, c'est aussi du soin intensif. Et que non, on n'est pas encore sorti d'affaires, mais où là, c'est des box individuelles, en tout cas, là où était Lucas, ça peut être des box de 2, mais des box individuelles avec une couveuse, un petit fauteuil, et la possibilité de dormir sur place si on le demande. C'est-à-dire qu'il porte des petites chauffeuses d'appoint. Mais voilà, c'est pas encore là. Et après, il y a la chambre mère-enfant, en effet, qui est là, mais qui est une chambre qui est faite vraiment avant la sortie. Vraiment pour commencer à prendre ses marques avec un bébé qu'on connaît déjà depuis quelques temps.
mais commence à prendre des marques un peu plus comme à la maison. Où là, il y a un lit bébé et un lit pour les parents. On peut rester encore une fois tous les deux. Donc ils appellent ça mère-enfant. Ils appelaient ça mère-enfant il y a quelques années. Maintenant, c'est plus une chambre parent-enfant. Donc c'est la première fois que tu dors avec ton bébé? Complètement. La première nuit qu'on passe auprès de lui. Enfin, complètement oui et non. J'étais restée début d'année, là, quand il avait fait son souci, on était restés sur les chauffeuses dans la chambre, sur des petits lits d'appoint, en fait. Mais c'était une nuit, c'était dans l'angoisse, c'est pas dans le sens où on va bientôt rentrer à la maison. Là, c'est vraiment la première nuit que je passe en se disant, ça y est, on peut peut-être commencer à croire qu'on va sortir. Et ce moment-là, c'est aussi un petit moment qui est magique. Là, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la maison des parents? C'est encore une unité à part? Alors, on commence dès le moment où on peut dormir avec notre bébé. On ne prétend plus à la maison des parents, mais ce qui est entièrement normal. Il manque de place cruellement sur les maisons des parents. Et malgré moi, elles font un boulot mais magnifique. Et il faudrait qu'il y ait énormément de place. Donc du coup, dès qu'on peut dormir avec son bébé, oui, là on part encore. La maison des parents, voilà, c'est un lieu à part. C'est sur l'enceinte de l'hôpital, mais c'est sur un parking différent. Là, la chambre mère-enfant, c'est vraiment, on sent même de l'unité. Hein. C'est vraiment. Donc là, oui, là, on quitte la maison des parents, un peu précipitamment d'ailleurs, parce qu'on nous dit la veille pour le lendemain qu'on a une place en chambre. Donc on quitte un petit peu tout le monde comme ça. On aurait préféré prendre un peu plus le temps de dire au revoir, mais... Parce que ça faisait 5 mois? 4 mois. 4 mois, un peu plus de 4 mois qu'on était à la maison des parents. Et les filles, oui, il y a Léo dans le lot aussi, mais les personnes qui travaillent au sein de cette association, c'est une béquille pour nous, clairement. Clairement. Ça va être là, ça va être présente quand elles sentent qu'il faut, se tenir un peu plus en retrait aussi quand elles sentent qu'il faut, et elles mettent tout en place, mais tout en place pour que les parents vivent au mieux des situations très particulières, parce que nous, c'était la prématurité, mais comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que ça, malheureusement. Et elles font vraiment en sorte que tout se passe au mieux. Vraiment. Une grosse béquille. Donc le fait de quitter un petit peu la maison des parents, en même temps, c'est un grand bonheur parce qu'on sait qu'on est plus proche de la sortie avec Lucas, et en même temps, ça met un petit peu une angoisse supplémentaire parce que plus de petites béquilles et ce lien social qu'on a passé, le seul lien social qu'on aura pendant 4 mois. C'est vraiment, hormis des visites de la famille, mais où c'est compliqué de parler vraiment de l'état de Lucas avec la famille, qui soit très angoissée autant que nous, soit comprenne pas réellement ce qu'est la prématurité. Donc ouais, ça sera notre lien social pendant ces 4 mois-là, ça sera à la maison des parents. Où on a créé d'ailleurs des amitiés. C'est une deuxième maison, vraiment? Ah, clairement. Clairement, c'est notre deuxième maison. Et ça a même été notre maison principale pendant... Voilà, ça a été notre maison. On a créé des amitiés très très fortes. Je pensais pas, je suis pas quelqu'un qui me lie d'amitié très facilement. On a créé des amitiés très fortes en très peu de temps. Ça rassemble un petit peu, ça permet de vivre les moments qui sont très difficiles. On se sent soutenu. Et vivre les moments un peu plus légers et les moments de joie, on peut les partager en fait. Et voilà. Il y a eu autant de pleurs dans cette maison que de rires. Et voilà, on en parlait encore avec une maman, là, et un papa. Il n'y a pas si longtemps, on garde contact et on disait, par moment, ça manquerait presque. C'est fou de se dire ça, mais par moment, ça manquerait presque de se retrouver là-bas. Moi, ça me paraît pas illogique, tu sais, on dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant. Notre monde moderne nous a un peu enlevé ce village parce qu'on est tous accaparés par nos vies. Toi, tu as eu ce village finalement. Tu as eu cette communauté autour de toi dans des circonstances très difficiles, mais tu l'as eu. Ah, mais on l'a eu. C'est vraiment, c'était ça, c'était un petit village, une petite maison. Non, vraiment, heureusement qu'il y a des lieux comme ça
ne serait-ce que ça, sur le soutien apporté. Moi, les moments difficiles, moi, je me revois sur des moments où j'avais pas envie de partager ça. Où je rentrais, moi, on savait qu'on allait avoir des résultats, puis les résultats étaient pas forcément bons, pas ceux attendus du tout. Donc je rentrais, je voulais absolument pas parler. Et en fait, il est 1h du matin, puis on s'aperçoit qu'on est attendu. Donc, obligé de partager ça, mais en même temps, ça permet de vider son sac. Ça permet de se décharger, ça permet de vider son sac. Alors, c'est pas qu'on dort mieux après, parce que c'est faux, parce que la mauvaise nouvelle, elle est là, mais on a déchargé notre sac et on voit qu'on n'est pas seul, quoi. Alors qu'on aurait pu l'être. Moi, ça aurait été que de mon choix personnel, je me serais terrée dans un terrier. Et non, finalement, ça fait du bien de vider son sac et de partager ces moments-là. Non, c'est des moments qui sont, voilà. Non, on a vraiment eu ce village, ce soutien et le fait de ne pas avoir non plus que par son bébé. Parce que on se fait du souci pour notre bébé du coup, mais on se soucie aussi du bébé, des enfants aussi, des autres parents. On n'est pas tout seul terré dans notre situation et à voir que nous ça va pas bien. Finalement, voilà, on a envie que tous ces enfants, ces bébés progressent et voilà, on a des dates clés, des dates butoirs sur certains examens de certains bébés et on vit ça un petit peu tous ensemble. La maison permet ces rassemblements aussi et les filles de l'association génèrent ça aussi. Hein. Elles sont vraiment le moteur de ça, sans rien imposer. À aucun moment on est libre de tout, mais elles font des repas participatifs si on a besoin. Voilà, ça nous permet de nous rencontrer entre nous, de communiquer, de se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait. Finalement, on n'est pas seul. Alors Lucas, il a eu essaie de s'endormir. Il a eu plusieurs opérations déjà au cours de sa petite vie. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui ? Lucas, c'est un bébé qui va plutôt bien. On a rendez-vous avec le pédiatre tout à l'heure qui, j'espère, confirmera nos dires. Il évolue plutôt bien. Comme on disait tout à l'heure, il a encore besoin d'un petit peu d'oxygène. Voilà. Niveau pulmonaire, il reste un petit peu immature. Au niveau de sa trachée aussi, ça reste un petit peu immature, mais c'est un bébé qui évolue tout à fait normalement, en fonction de son âge corrigé en tout cas, qu'il aurait dû avoir s'il était né à terme. Un bébé qui est plein de sourires, qui nous apporte plein de bonheur, tout le temps, qui sourit. Je confirme qu'il sourit beaucoup. Donc même s'il veut dormir là, il sourit. Il nous écoute, il sourit. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est vraiment, je dis toujours, c'est le plus grand bonheur, le plus grand bonheur de ma vie, même si sa naissance, c'était peut-être pas le plus beau jour de ma vie, comme j'entendrais souvent dire, des mamans, en disant, voilà, le plus beau jour de ma vie, c'était mon accouchement. Non, moi, c'est tous les jours, le plus beau jour de ma vie. Moi, c'est Lucas. Il va plutôt bien. Comment est-ce que toi, tu vas aujourd'hui ? Oh, moi, je pense que j'aurai tout un travail à faire sur la prématurité et toutes les séquelles que ça a dû laisser quelque part. Hein, parce que quand on est la tête dedans, on est la tête dedans et on avance, c'est pas le choix. Et finalement, avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont loin d'être digérées. Et donc, de là à dire que je vais mal, c'est faux. Parce que je vais plutôt bien, parce que Lucas est là et voilà, moi, on en profite. Mais par contre, je pense que pour vivre pleinement notre vie de parents, il faudra que j'apprenne à digérer certaines choses de notre passé. Notre passé sur la prématurité. Ton angoisse, elle est présente et tu penses qu'elle restera ? Elle restera présente. Elle restera présente à un moment, je pense. Outre le fait d'être un bébé prématuré, Lucas reste quand même un bébé fragile, où il va falloir faire plus attention en période hivernale. Il n'a pas le droit d'aller en collectivité. Jusqu'à quand ? Alors, ce sera refaire le point un petit peu avec les pédiatres assez régulièrement, au moins une fois par an. Hein. Mais là, on refera le point tous les ans, mais on part dans une optique de 3 ans, là, jusqu'à l'école, jusqu'au commencement de l'école. Donc,
Donc oui, moi, faire attention en période de pandémie virale ou autre, ce qui est le cas en ce moment, voilà, qui n'attrape rien. Moi, le simple rhume et simple trachite me fait autant peur que le coronavirus qu'on vit actuellement. Les conséquences pour Lucas peuvent être les mêmes. Donc oui, l'angoisse est quand même présente. Mais même si elle n'est pas présente 24 heures sur 24. Heureusement qu'on arrive à profiter ensemble tous les trois, sans penser tout le temps à ça. Alors, j'ai une dernière question parce que tu viens de le mentionner. Il n'aura pas le droit d'aller en collectivité pendant 3 ans. Tu viens de passer des mois et des mois en maison des parents, en étant que avec lui. Comment est-ce que ça se passe et ça va se passer pour ton travail ? Comment est-ce que tu gères ça ? À quoi tu as le droit ? Alors, en fait, il y a une allocation qui est prise par la CAF qui me laisse le droit de rester à la maison avec Lucas. Donc, on a monté un dossier qui a été compliqué, qui a été long à se mettre en route au vu des circonstances actuelles. Mais ça y est, j'ai mes premiers droits. Donc, on refait tous les 6 mois à peu près une demande d'aide d'allocation auprès de la CAF. Et mon contrat de travail, du coup, est maintenu sur mon entreprise. Il est juste en suspens pour l'instant où je suis considérée toujours comme employée, mais où c'est la CAF en fait qui prend le relais du contrat de travail, tout simplement. Donc ça fait un petit peu, un peu bizarre, mais comme je disais, ça on a mis longtemps à voir Lucas, mes collègues sont au courant de notre parcours. Voilà, pour son bien, je resterai à la maison, mais ça c'est plus que sûr. C'est plus que sûr. Même si par moments, je pense, ça coupe socialement parlant de ne pas travailler. On s'aperçoit par moments que au niveau social, au niveau intellectuel, au niveau ça maintient le travail. Mais pour Lucas, je réfléchis pas en fait. Je réfléchis pas. C'est que du bonheur de passer mes journées à la maison avec Lucas. Parce que là, la CAF, concrètement, va combler jusqu'aux 3 ans ? Non, pas du tout. Donc là, il faudra trouver d'autres solutions. La CAF, concrètement, si je ne me trompe pas, on peut faire 3 demandes de 6 mois, donc ce qui équivaut à 18 mois au total, si on prend le congé en temps complet. Ce qui est mon cas. Je pourrais très bien aller travailler à mi-temps et compléter par le congé de la CAF. Sauf qu'avec la situation de Lucas actuelle, ça ne m'est pas possible du tout. Donc c'est vraiment un congé à temps complet. Et donc je peux prétendre à 3 fois 6 mois, donc 18 mois. Donc 18 mois, je pense que dans 18 mois, on y verra déjà un peu plus clair sur Lucas. S'il a toujours besoin de l'oxygène, oui ou non. Est-ce qu'il est toujours aussi fragile au point de vue pulmonaire ? Oui ou non. Et voir si on peut soit envisager une assistante maternelle, soit s'il faut que je maintienne un congé à la maison, et auquel cas, je pense qu'il y aura des décisions qui vont s'imposer à moi à ce moment-là. Mais je ne pense pas pouvoir prétendre à cette allocation au-delà de 18 mois. Hormis s'il y avait une autre pathologie, ce que je ne souhaite pas, donc je ne pense pas. Je ne pense pas y avoir droit. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir raconté ton histoire et celle de Lucas. Il vient de s'endormir paisiblement. Juste à l'instant. Merci à toi. J'espère que on va bientôt sortir de tout ce stress aussi pour toi, parce que le coronavirus, mine de rien, ça rajoute dans tous les rapports sociaux, et que dans son suivi, ça sera un peu plus tranquille. Oui, bon, comme je disais, un simple rhume est tout aussi dangereux que le coronavirus. Là, c'est vraiment, c'est plus le contexte social du coup qui est peiné là-dessus, mais le fait qu'il puisse pas profiter de sa famille comme on l'aurait souhaité. Mais en tout cas, tu as bien rattrapé le pot à pot puisqu'il est dans tes bras. Ah oui. C'est sa position préférée pour s'endormir. Il ne s'endort que comme ça. Comme quoi, même lui, ça doit... voilà. On le sait, c'est normal. Merci, Fanny. Merci à toi.
Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Merci à Fanny pour son témoignage. Retrouvez tous les épisodes du podcast dans la maison des parents sur vos applis de podcast habituels. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous sur le site fondation-ronald-mcdonald.fr. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Mon site web est en ligne, allez y faire un tour. Le lien est dans les notes. Vous pourrez peut-être découvrir de nouveaux épisodes. À la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.